Bonjour à toutes et tous et bienvenue dans ce nouvel épisode de La Région qui rayonne. On se retrouve aujourd'hui en pleine ville de Sierre, devant le restaurant du Bourgeois. Et ce n'est pas un hasard si nous sommes ici, puisque nous avons l'immense honneur d'être accueillis par le président de la bourgeoisie de Sierre, Cédric Pugin, qui va nous en dire plus sur l'histoire et surtout les projets de la bourgeoisie. Salut Cédric. Salut Julien. Ça va? Ça va bien et toi? Ouais, nickel, nickel. Belle journée. Oui. Parfait. Parfait, exactement. T'as pris des skis, tu m'as dit? Ouais, j'aimerais bien. Non, j'ai pas pu mettre les skis encore, mais j'aimerais bien. J'aime bien le ski, donc j'aimerais bien aller skier. Peut-être pendant les vacances. Ouais, j'espère. Bonjour. Bonjour. Vous voulez boire quelque chose? Moi, je prends un expresso, s'il vous plaît. Pareil, express, volontiers. Merci. Alors, ouais, merci de nous accueillir. C'est un peu ton stam ici. Ouais, ici, c'est vrai que c'est le bâtiment de la bourgeoisie, d'ailleurs le bourgeois, comme ça s'appelle. Hein. Donc, c'est le bâtiment historique de la bourgeoisie qui a été construit en 82. À l'époque, c'était la bourgeoisie qui avait construit ce bâtiment avec Gastro-Vallée. D'accord. Le Gastro-Vallée organisait ses cours de cafetier ici dans le bâtiment. Et ils étaient copropriétaires. Et puis la bourgeoisie a racheté ce bâtiment dans son intégralité en 2007. Et voilà, maintenant on est propriétaire du bâtiment complet. Quoi. Donc c'est vrai que c'est le lieu de la bourgeoisie. Donc le bâtiment, il y a cette partie restaurant, enfin il y a la partie café, restaurant, et puis ensuite, on va le voir après, il y a aussi une salle. Oui, tout à fait. Ouais. Donc il y a le restaurant, la salle et puis des bureaux. Ouais. Et c'est vrai que la salle, oui, on vient de terminer un gros chantier. Donc, on va en parler. On va en parler après. Peut-être d'abord, on va parler un peu de toi. Déjà, quel est ton rapport avec la région? Est-ce que tu as grandi ici? Moi je suis né, c'est clair, je suis né à Granges, quoi, hein, donc Granges, commune de Sierre. Je suis né juste après la fusion de la commune. La fusion c'est 1972, donc je suis né 2 ans après. J'ai grandi à Granges, tout le temps grandi à Granges, j'ai fait toutes mes classes là. Après j'ai habité quelques années à Chalais avec mon épouse et puis maintenant depuis 16 ans je suis revenu à Granges. Petite infidélité, mais Ouais, pas longtemps. Pour longtemps, c'était l'infidélité qui était nécessaire vis-à-vis de mon épouse. Et maintenant, je suis revenu à Granges où je suis établi avec ma famille. Toujours grandi dans ce village. Et puis c'est vrai, par ce biais-là, beaucoup de contacts avec la région sierroise. Quoi. Donc, aussi après, par tes activités à côté, tu as été c'est grand clair. Footballeur. Donc, oui, grand 1m82. Le reste. Je précise quand même, j'ai eu la chance de t'avoir comme entraîneur. Ouais, c'est juste, ouais, ça remonte à loin. Ouais. Je t'ai entraîné là, dans les années. C'était quoi, les années 90, fin des années 90. Ouais, exactement. C'est vrai que par le faute, c'est vrai que dans la région, j'ai pas joué dans énormément de clubs. J'ai joué essentiellement à Granges, mais j'ai joué aussi à Chipis, à Miège. Et je suis retourné à Granges à la fin de ma carrière, si on peut appeler ça carrière, quoi. Donc c'est vrai que dans le milieu ici, dans la région sierroise, par le foot, j'ai côtoyé énormément de personnes qui sont aujourd'hui des amis. C'est vrai qu'on fait beaucoup de relations hein, dans le foot. On est adversaires parfois, puis après on devient potes. Et ça t'a aidé aussi après pour ta vie après foot, ou finalement, par exemple pour la bourgeoisie, mais aussi pour d'autres choses, tu vois que ça t'aide? Ouais, je pense que aider, c'est j'ai fait beaucoup de foot, hein, mais j'ai toujours été très actif dans toutes les sociétés, on va dire, du village. Hein. Maintenant, je joue du tennis, je fais partie du club de tennis. Ici à Sierre, j'ai été pendant quelques années caissier du groupement des commerçants sierrois pendant 9 ans. Donc c'est toutes ces relations-là qui ont fait qu'à un moment donné, je suis arrivé à la bourgeoisie en 2009. Je suis rentré au conseil bourgeoisien en 2009. C'était un petit peu, j'avais envie de m'impliquer dans la vie associative. Et puis Comment tu expliques cette envie de t'engager pour toutes ces associations, pour la région? Je pense que ça vient que j'ai grandi dans une famille où mes parents à Granges, je pense dans le village, ils sont membres actifs ou passifs, je vais dire, de à peu près toutes les sociétés qu'il y a, quoi. Donc, et c'est un peu ça le goût qu'ils nous ont donné de participer à la vie associative. Puis je pense que c'est vrai qu'à Granges, c'est un petit village, on se défend, oui, on est toujours un peu. On se met un petit peu dans le sens qu'on est un peu mis de côté par la commune de Sierre, ce qui n'est pas forcément totalement
vrai, mais pas totalement faux non plus. Des fois, peut-être dans certaines choses comme les transports ou de certaines problématiques qu'on peut avoir. Mais il y a une vie dans ce village. Tu as grandi dans ce village aussi, une bonne partie de ta vie dans ce village. Et c'est vrai, il y a un club de foot, il y a un club de tennis, il y a un club de tir, il y a du chant, il y a de la musique, il y a de la gym, il y a, jeunesse, ouais. Il y a les jeunes, il y a vraiment beaucoup d'activités à faire dans ce village. Et puis ça, c'est vrai que ça m'a donné envie de participer. C'est aussi du fait que j'aime le contact avec les gens. Donc c'est vrai que ce côté-là, c'est vrai qu'on peut penser, un grangeur qui s'investit beaucoup pour son village, ça paraît normal. Puis finalement, si tu es voir plus loin, tu as dit pour les groupements de commerçants de Sierre, la bourgeoisie, tu as quand même plus cette vision aussi vraiment région de Sierre, plus que... Alors, ça vient peut-être sur le côté, de mon côté professionnel, quoi. Je veux dire, ça fait depuis 1998 que je travaille ici à Sierre pour un groupe bancaire, quoi. Donc c'est aussi là que j'ai aussi développé toutes des relations et puis les contacts avec les gens, et par mon travail aussi, mon contact à la clientèle, conseiller les gens et tout, c'est ça qui a fait que je me suis investi ici sur Sierre. C'est une Grange, c'est la commune de Sierre, c'est la région. Je pense qu'il faut voir un petit peu plus loin que son simple clocher de village, et avoir un petit peu une ouverture aussi sur la région, je crois que... Et je pense que ça s'ouvre de plus en plus encore maintenant, peut-être par rapport à 72 ou à 74, tu vois, je veux dire, il y a une belle évolution. Donc... Ben oui, c'est clair, je pense que c'est vrai qu'il y a un peu cette génération de personnes qui ont vécu cette fusion, tous les anciens, mon grand-père, par exemple, mes grands-parents, ben voilà, c'était pas cette fusion un peu forcée, ça a été un peu mal vécu, entre guillemets, quoi. C'est vrai qu'il y avait cette obligation de fusionner avec Sierre. Aujourd'hui, je pense qu'aussi les plus jeunes, la nouvelle génération, c'est une chose qui est acquise. Tout à fait. Et de plus en plus, aujourd'hui, on parle de fusion, je veux dire. À l'époque, c'est vrai, ce qui a été un petit peu paradoxal, qui a coincé un petit peu au niveau de cette fusion, c'est qu'il y avait, à l'époque, en 72, s'il y avait fusion de la commune, les bourgeoisies devaient également fusionner. C'était une obligation légale. Chose qu'aujourd'hui, il vient d'avoir la fusion, Miège-Vontaune-Véras. Les communes ont fusionné, mais les bourgeoisies restent indépendantes. On a Niviers pareil. On a Niviers exactement pareil. Et ça, c'est vrai que les gens, la bourgeoisie, un peu son rôle, c'est l'ancrage, d'où on vient, nos racines. Et c'est important peut-être pour les personnes. Et puis, à l'époque, je pense que si la bourgeoisie avait refusé la fusion. Ah ouais. Donc, mais comme au niveau de la commune, ça avait été accepté, automatiquement, il y avait fusion des bourgeoisies. Ça montre comme c'était un sujet discuté, étendu à l'époque. Oui, c'est clair qu'à l'époque, c'était très très disputé, quoi. Et c'est vrai qu'à l'époque, c'était un peu... Noès faisait partie de la commune de Grange. Beaucoup de gens pensent que Noès c'était une commune, mais Noès n'a jamais été une commune. C'est parti de la commune de Grange, mais ils étaient tellement proches de Sierre qu'eux se sentaient beaucoup plus rattachés à Sierre. Puis c'est un petit peu ça qui a fait pencher la balance, on va dire, dans la fusion, quoi. Donc, aujourd'hui, on parle de plus en plus de fusion, d'agglomération. Je pense que c'est dans l'air du temps. C'est dans l'air du temps. Mais c'est important, je pense aussi, de garder une identité villageoise, une vie dans les villages, pas que ça devienne des cités dortoirs. Tout à fait. Et je pense qu'à Grange, je vais être aussi une école et tout. Je pense que ça joue bien le jeu, quoi. Ça fonctionne bien. Donc 2009, tu es rentré au conseil bourgeoisial. C'est ça. Et puis, qu'est-ce qui a fait ensuite que tu t'es lancé pour la présidence? À quel moment tu t'es dit... Est-ce que déjà en 2009, en rentrant au conseil bourgeoisial, tu avais dans l'idée peut-être d'un jour de reprendre la présidence de la bourgeoisie? Non, pas du tout. Je suis rentré au conseil bourgeoisial en 2009 en me disant, voilà, c'est une expérience, une nouvelle expérience. Je dis toujours, au niveau de maintenant que ça fait 3 mandats, j'ai fait 3 mandats déjà à la bourgeoisie, je pense toujours le premier mandat, on est un peu là pour prendre un peu la température, j'ai envie de dire, voir un peu comment ça fonctionne, s'imprégner un peu des dossiers. Dans la deuxième législature, on peut déjà un peu plus s'investir parce qu'on sait comment ça fonctionne et puis il y a peut-être certains dossiers qu'on a envie de prendre au bras-le-corps et puis on peut les faire un peu avancer. Et puis souvent, la troisième législature, on réalise un petit peu ce qu'on avait prévu de faire, puis souvent après 3 législatures, on se retire. Donc, mais là, en l'occurrence, c'est vrai, c'est un peu les circonstances, on va dire, de la bourgeoisie. Je suis rentré, j'ai fait 4 ans comme conseiller, je m'occupais des immeubles et puis de la carrière de base. Après la deuxième législature, la vice-présidente avait quitté, donc j'ai pris la vice-présidence. C'est-à-dire
à l'époque, président, c'est Bernard Teller qui était là, qui a fait 16 ans. Puis c'est vrai que la question s'est posée au moment où Bernard Teller a annoncé qu'il stoppait. Quoi. Il avait fait 16 ans de présidence, 28 ans de conseil, on sait tout ce qu'il a fait pour cette bourgeoisie, il a beaucoup investi. Et puis la question s'est posée, voilà, est-ce que je me lance à la présidence ou même pas. Et puis après, c'est vrai que ça m'intéresse beaucoup, j'aime ce que je fais. J'ai aussi la chance d'avoir un employeur qui me laisse une certaine liberté dans mon temps pour aussi s'occuper de ce je voulais te demander, qu'est-ce que ça prend comme temps d'avoir ce rôle de président de la bourgeoisie? Je dois dire, maintenant j'ai structuré un petit peu, on a structuré la bourgeoisie un petit peu différemment, c'est-à-dire que on a engagé, depuis que je suis président, on a engagé une secrétaire qui est là à 50%, donc ça me décharge beaucoup. Parce que les premiers mois, j'ai dû fonctionner sans secrétaire, quand tu as le téléphone, tu dois faire tout le courrier, l'administration et tout. Ça, c'était fait par Bernard Teller. Alors, tu vois, à l'époque, Bernard Teller, lui, il était à la retraite. Donc, lui, il passait, à dire, 4 à 5 heures par jour pour la bourgeoisie. Il avait le téléphone, c'était chez lui, et puis il faisait tout. Puis on avait une secrétaire qui était là à 20%, qui tenait les PV de séance de conseil, qui faisait aussi, c'était le coup, les lettres et ces choses-là, mais c'était Bernard qui faisait la plupart des choses. Donc, c'est vrai que les premiers temps, quand je me suis retrouvé à la tête de la bourgeoisie, puis on n'avait pas de secrétaire encore, puis que le téléphone il était dévié sur mon attel, et tout d'un coup, tu as 10 appels en absence, il faut rappeler les gens entre 11h et midi, ou se prendre des plages, c'était pas facile à gérer. Maintenant, puis j'ai une secrétaire qui est là à 50%, ça va. C'est elle qui a les 10 appels en absence. Et puis... Non, c'est-à-dire on a fait comme ça, c'est que elle est là au bureau tous les matins, elle est là au bureau. Ouais. Donc on a les horaires du bureau, c'est 8h midi, donc tout le monde peut passer au bureau de la bourgeoisie entre 8h et midi. Il y a toujours quelqu'un. L'après-midi, il y a un répondeur qui dit qu'on répond aux appels entre 8h et midi. Au moins c'est clair. C'est clair. Et puis tout ce qui est de l'administration, c'est elle qui gère toute la comptabilité et tout. Et toi, le suivi, du coup, tu prends tant d'heures par jour ou bien est-ce que tu as un jour par semaine? Alors je prends, en général, je passe tous les jours au bureau de la bourgeoisie, en fin de journée, ou tôt le matin ou en fin de journée. Et puis voilà, ça me prend, en moyenne, entre 1 heure et 2 heures par jour, ça dépend des périodes. Quoi. Maintenant que la salle est terminée, ça voilà, alors ça c'est clair que là il y a eu pas mal de séances de chantier, des choses et d'autres. Ouais. Alors c'est clair que c'est des journées qui sont bien remplies. Maintenant ça va parce qu'on a trouvé le rythme de croisière. Tout début que j'étais à la tête de la bourgeoisie, quand j'avais pas vraiment de secrétaire, c'est vrai que j'ai eu des périodes là, un peu longues où je faisais des 10 mon travail et puis la bourgeoisie des 10-12 heures par jour pendant plusieurs semaines, c'était pas simple. Maintenant voilà, c'est une question d'organisation. Il faut bien gérer son emploi du temps. Et puis c'est vrai qu'il y a des périodes qui sont un peu plus chaudes que d'autres, mais dans l'ensemble, c'est gérable. Et c'est vrai que ça représente quand même plus ou moins 400 heures par année, quoi, donc, pour la bourgeoisie. Et finalement bénévole. Il y a un défraiement qui est là. Un défraiement, mais je veux dire, c'est pas ce qui te fait vivre. Non, c'est pas. Voilà, c'est pas. T'es obligé d'avoir un poste, un travail à côté. Quoi. Je fais pas ça pour l'argent. Si tu veux faire ça pour l'argent, fais autre chose, parce que c'est pas là qu'on s'enrichit. C'est surtout, je pense, pour réaliser des beaux projets. Comme je pense qu'on va aller le voir maintenant, peut-être qu'on peut se déplacer d'ailleurs gentiment. Ouais. Il y a ce projet de salle, mais la bourgeoisie, c'est qu'il y a quand même beaucoup de choses qui sont issues de la bourgeoisie, ou en tout cas derrière, passer par vous. Si tu veux faire un topo un peu des plus gros projets que vous avez réalisés, et puis peut-être les projets futurs. Si on regarde déjà, la bourgeoisie, c'est des domaines, c'est des terrains agricoles, c'est des zones industrielles, c'est des immeubles. C'est vrai que aujourd'hui, la situation de la bourgeoisie aujourd'hui, elle est excellente, parce que dans le passé, nos prédécesseurs, ils ont eu des projets qui aujourd'hui font que la bourgeoisie a des revenus. Un des principaux développements qu'il y a eu, c'était dans les années 80, c'était la zone industrielle des îles Falcon. C'était pionnier à l'époque de développer une zone industrielle comme ça, avec des droits de superficie. Donc savoir que la bourgeoisie, elle ne vend pas ses terrains, elle les met en location. Donc on loue nos terrains pour des entreprises, et puis on encaisse une location. Alors c'est des contrats qui ont été faits dans les années 80, ils ont été faits sur
70 à 90 ans, donc je ne sais même pas moi qui les renouvellera, c'est qui va les renouveler ces contrats. 70 à 90 ans, ok. Ah ouais, certains ils ont des contrats de 90 ans, 99 ans, donc ça ne va pas se renouveler tout de suite. Donc ça c'était les îles Falcon. Maintenant la zone industrielle, on a Daval aussi, on a des terrains à Daval. Après c'est vrai qu'ici, ce bâtiment ici du Bourgeois, on se trouve aujourd'hui. Faut savoir qu'à l'époque, la bourgeoisie, elle avait une maison, la maison bourgeoisiale, elle était aujourd'hui où se trouve le comptoir immobilier là, sur la place d'Hôtel de Ville. Ouais. Puis la maison bourgeoisiale, elle a été démolie en 50, dans les années 50, fin des années 50. C'était pour laisser passer la route cantonale. Il fallait faire passer la route cantonale. Alors, si tu te souviens, avant la route cantonale, elle passait l'avenue Max Hubert devant la COP, là, les vidéos et tout, la route cantonale elle passait. Ah ouais, non, là, j'ai pas de souvenir. Donc, et puis, ça a été prévu de démolir cette maison bourgeoisiale. Et puis pendant de nombreuses années, la bourgeoisie, elle avait plus de maison bourgeoisiale. Et puis dans les années 80, ils ont construit ce bâtiment ici. Qui est devenu le bâtiment du bourgeois. Quoi. Et donc en fait, ils ont complètement rénové, parce que cette salle, elle existait déjà, simplement. Alors, ce qui s'est passé, c'est que, ouais, justement, la salle ici, un peu pour l'historique, cette salle, elle a été faite à la construction du bâtiment, comme j'ai dit avant, c'était la bourgeoisie et puis Gastro Vallée qui étaient partenaires dans ce bâtiment. Et Gastro Vallée avait fait le bâtiment, ils avaient un premier étage où ils faisaient les cours de cafetier. Et puis ici, ils utilisaient cette grande salle avec la cuisine industrielle qui est derrière là, justement pour les cours de cafetier, parce qu'à l'époque, les cours de cafetier, c'était sur plusieurs mois. Et puis, à un moment donné, Gastro Vallée, ils ont quitté ici, ils n'avaient plus les salles de cours, parce qu'ils ont changé aussi leur système, et les cours, c'était plus... Parce que c'était plusieurs mois, les cours de cafetier. Donc, après, ils ont changé leur système. Et nous, on a tout racheté. Et puis c'est vrai que là, en 2000, déjà encore, Bernard Teller était encore président, fin de la législature, en 2016. Donc la salle, de toute façon, on avait plus ou moins prévu qu'il fallait lui donner un coup de jaune, parce que depuis 82, je ne sais pas si tu te souviens. Je me souviens de la salle d'avant, c'est pour ça que là, quand on voit cette salle... Depuis 82, elle n'avait jamais été refaite, quoi. Juste un petit coup de peinture, le sol, il fallait le refaire et tout. Et puis il y a eu des promoteurs qui faisaient une promotion immobilière ici à l'ouest de la salle, et puis qui nous ont approchés parce que de toute façon eux, leur bâtiment ils ne pouvaient pas aller plus loin que tant, et puis en disant mais est-ce que vous avez éventuellement l'intérêt peut-être d'agrandir la salle ou faire quelque chose, et puis vous prenez une partie de la parcelle et puis on peut faire un projet. Puis on a adhéré au projet, quoi. Et c'est vrai que ça a été on a attaqué les travaux en 2018. Alors on a agrandi la salle. Alors c'est clair que la salle maintenant, là elle est en configuration séparée. Séparée en deux. On peut tout ouvrir, les parois ici aussi, on peut les enlever. On peut accueillir 400 personnes pour une conférence par exemple, plus de 300 personnes assises pour un banquet. Alors c'est clair que la salle ici, elle est dévolue à pour des assemblées, pour des conférences. Ça peut être des mariages. Mariages, anniversaires, fêtes, souper de soutien, des choses comme ça. Savoir que déjà avec l'ancienne salle, le principe qu'on a eu, c'est qu'on s'est tourné directement vers Gérard Tcheron, le gérant du Café du Bourgeois, en lui disant voilà, il y a cette salle, nous on est un propriétaire de cette salle, est-ce qu'il y a deux solutions? Soit nous on s'occupe nous de toute la gestion de la salle, à ce moment-là, voilà, c'est nous qu'on gère, et puis si quelqu'un veut venir avec son propre traiteur, il pourra. Ou on trouve une autre solution, la salle fait partie intégrante du contrat de bail du restaurant, et puis avec ça, c'est toi tu gères la salle comme tu veux, quoi. Et puis ça veut dire que nous on encaisse une location sur la salle, et puis c'est lui qui gère. Donc la gestion est faite intégralement par... C'est lui qui, voilà, ça veut dire que les gens qui veulent réserver la salle ou qui veulent venir ici, doivent s'adresser à Gérard Tcheron au Café du Bourgeois, et puis regarder avec lui. Alors que la salle, il y a plusieurs configurations, soit une grande salle, ou là maintenant, comme elle est là, on peut avoir une assemblée ici, et une deuxième assemblée à côté, quoi. Donc, et l'été, là, tu as un accès sur l'extérieur directement? Oui, alors là, il y a de toute façon un accès, même l'été, hiver, il y a un accès pour descendre sur la terrasse. Alors, c'est vrai qu'il y a des choses qu'on a fait en plus, parce que si tu te souviens avant, le parking, parce qu'il y a un parking ici dessous, on rentrait dans le parking ici au sud, et maintenant on rentre dans le parking depuis le nord. Donc on a pu agrandir le parking, on a créé 9 places supplémentaires, mais par contre on a pu faire une belle terrasse
pour le restaurant qu'il a déjà pu exploiter cet été, et puis fin de l'été, août, septembre. Et c'est vrai que c'est un endroit qui est sympa parce qu'en plus le goudron qu'ils ont mis là, à la commune est assez silencieux, on est un peu en retrait et c'est vrai, agréable. Je pense que cette terrasse elle va prendre de l'ampleur. Donc la salle, c'est-à-dire c'est un gros chantier que vous venez de terminer. Après il y a d'autres, je pense qu'il y a d'autres aussi petites choses qui prennent du temps et puis qu'il faut gérer la bourgeoisie. Je prends l'exemple à l'hôtel La Poste, maintenant il y aura un changement au niveau de la gestion. Oui, tout à fait. Alors là, dans ces cas, on possède trois établissements à Sierre. Donc ici, le restaurant du Bourgeois, le restaurant des Îles Falcon aussi. On a changé de tenancier aussi l'année dernière. Et puis l'hôtel de La Poste. Oui, c'est clair, l'hôtel de La Poste, c'est un hôtel qu'on a repris, qu'on a tout transformé en 2007. Ça a été un gros chantier aussi que la bourgeoisie a fait. Et puis c'était le groupe Boas qui exploitait cet hôtel et puis ils ont dénoncé leur contrat pour le 31 décembre. Ils ont souhaité arrêter après 13 ans qu'ils étaient là. Il y a monsieur et Madame Roup au départ, puis après le groupe Boas. Et puis voilà, on a dû se mettre à la recherche de quelqu'un. C'est vrai que la période, on va dire, avec la problématique Covid, c'était pas facile de trouver quelqu'un un couple ou quelqu'un qui était d'accord de se lancer dans cette aventure, parce que c'est vrai que les hôtels n'ont jamais eu besoin de fermer jusqu'à aujourd'hui, quoique le groupe Boas a quand même décidé de fermer avant, ça c'était leur volonté. Mais les hôtels, restauration, c'est quand même aujourd'hui un secteur qui souffre. C'est sûr. Donc on peut d'ailleurs gentiment se déplacer vers l'hôtel de La Poste, comme ça on peut aussi voir l'hôtel. Mais c'est vrai que donc vous avez dû mettre au concours. On a mis au concours, fin de l'année passée, on a mis au concours la reprise de la gérance. On a eu un peu plus d'une vingtaine de candidatures. Après on a auditionné 8 personnes, 8 meilleurs dossiers. Et puis voilà, on a trouvé quelqu'un. Donc là c'est fait. C'est fait, donc quelqu'un va reprendre cette gestion. Début de l'année prochaine, pas tout à fait, parce que ce sera principe pour le 1er mars, peut-être un peu avant, peut-être fin février, début mars. On va trouver quelqu'un qui va reprendre cette activité. Mais ça sera toujours le même concept en termes d'hôtellerie, restauration. Hôtel, restauration, oui, bien sûr. Ça va rester. Donc, il va gérer. Bon, l'hôtel, il y a 15 chambres, c'est un petit hôtel, c'est un 3 étoiles. Et puis le restaurant, donc le concept, il nous a présenté un concept. C'est vrai qu'il a dans son concept qu'il va mettre en place, il va essayer un peu d'innover un petit peu aussi, parce qu'il y a cette partie historique du restaurant, le vieux bistrot, tout à fait. Tout en bois là, et puis il y a le trèfle derrière qui est beaucoup plus moderne, donc on a le contraste entre les deux. Ouais. Mais ça, ça a toujours gardé cette partie un peu plus le côté bistrot, voilà, ouais. Alors, je pense qu'il va certainement essayer d'innover un petit peu dans son idée qu'il nous a un petit peu présentée. Il aimerait juste mon sac en bas. Faire un vrai bar à café. Un vrai style bar à café pour tout ce qui est une partie un peu du bistrot. Oui. Et puis avoir la restauration plutôt à l'arrière dans le trèfle. Après avoir comment il va gérer ça. Parce que c'est son bébé à développer, à mettre en place. Mais on a trouvé quelqu'un qui est issu de l'école hôtelière, donc qui a de l'expérience dans l'hôtellerie, même de haute, on va dire de haut de gamme. Ouais. Donc, mais il est conscient là qu'il vient gérer un 3 étoiles. Après c'est vraiment un joli 3 étoiles. Autant l'architecture extérieure, je trouve il a du caractère cet hôtel, il est quand même bien placé, centre de la ville. C'est quand même un hôtel qui a été bien conservé, et puis les chambres. C'est clair que l'hôtel de La Bois, il a quand même tout été refait en 2007. Je veux dire, la bourgeoisie, elle a investi plus de 5 millions dans cet hôtel pour tout le refaire complet. Donc c'est vrai que c'est un hôtel qui a du cachet. Après, à côté de l'hôtel, il y a ce château des Vidômes qui appartient aussi à la bourgeoisie. Donc c'est aussi une chose qu'on
qu'on a racheté puis qu'on a refait un peu dans la même période. Hein. C'était la première législature, l'année 2009-2010. Après le château d'Évidaume, c'était après 2012. Donc on a tous ces objets qu'on a essayé, la bourgeoisie elle essaye aussi surtout de préserver le patrimoine et puis de garder les anciennes bâtisses en l'état à Sierre. Quoi. Mais le château d'Évidaume, il est exploité comment? Le château d'Évidaume, c'est des appartements. D'accord. Aujourd'hui, c'est des appartements qui sont loués. Quoi. Il y a 2 studios et puis 3 appartements. Ouais. Et puis qui sont loués. Mais, donc on a racheté ce château et puis on a tout refait complet quoi, aussi. On a mis plus d'1 million là, pour la rénovation dans ce château. Quoi. Donc c'est vrai que c'est beaucoup d'investissements que la bourgeoisie a fait ces dernières années. Je crois que je l'avais présenté à l'assemblée primaire, lors de ma première assemblée primaire, quand il a fallu faire passer le dossier de l'agrandissement de la salle du Bourgeois. Sur les 10 dernières années, la bourgeoisie tiers a investi 10 millions dans différents objets ici sur la commune. Donc c'est vrai qu'on est un acteur économique aussi important parce que voilà, c'est aussi toutes des entreprises de la région qui travaillent pour nous. Quoi. Donc, par rapport à ça, vous avez un contact privilégié avec la ville de Sierre, avec le conseil municipal ou comment ça se passe? Alors c'est vrai qu'on a une très bonne relation avec la commune. D'ailleurs, on est copropriétaire de certains biens avec la commune. On avait racheté notamment à Sous-Géronde, on a racheté l'ancien hôtel du Pont qui se trouve avant la voie de chemin de fer, avant le Technopole. D'accord. Et puis on avait racheté aussi l'ancienne menuiserie Tcherouti. Donc ça on a racheté, on est copropriétaire avec la commune. Ça c'est plutôt dans un but, peut-être qu'un jour, on ne sait pas le développement que va avoir Technopole. Peut-être dans 10 ans, dans 20 ans, dans 30 ans, c'est des zones qui sont peut-être importantes au niveau du développement là-bas de Technopole. Et puis c'est vrai qu'on a un contact privilégié avec la commune, avec le président. On est souvent en contact. Si tu as déjà une vision à 20-30 ans, c'est que tu ne dois pas arrêter après 3 mandats ou 4 mandats. Non, mais bon, après ça, c'est la vision. Moi, je dis toujours, on est là, on a cette chance aujourd'hui, j'ai cette chance d'être à la tête de la bourgeoisie qui est prospère parce qu'il y a eu des bonnes choses qui se sont faites il y a 50, 60, 70 ans en arrière. Et puis nous, on est là, on doit toujours réfléchir dans une projection à long terme. Et puis on doit faire en sorte que la bourgeoisie soit pérenne pour les prochaines années. Non, j'ai pas l'intention de faire encore 20 ou 30 ans. Hein. On ne sait pas ce que l'avenir nous réserve. J'ai déjà fini un premier mandat de président, j'ai été réélu pour un deuxième mandat et puis on va aller de 4 ans. C'est vrai que tant que j'ai du plaisir de faire ce que je fais. Et puis des projets, c'est vrai que dans les projets, il y en a toujours plein. C'est vrai qu'il y a des projets qui nous tiennent à cœur, comme un projet que je dois dire qui avance pas beaucoup, malheureusement c'est ce camping du TCS. C'est vrai que je suis rentré à la bourgeoisie en 2009, on parlait déjà de ce camping TCS, on est en 2020, puis on est toujours, j'ai envie de dire, quasiment au même stade. Quoi. Donc, et c'est dû à quoi? Qu'est-ce qui fait que ça bloque? C'est que ça bloque dans des autorisations, dans l'aménagement de territoire. Dès qu'on commence à parler de ce camping, dernièrement, dans les journaux, il y a tout de suite les milieux écologiques qui réagissent. Tu vois, ça c'était ma dernière question. C'est vraiment si tu as quelque chose, un projet qui te tient à cœur pour la bourgeoisie ou quelque chose vraiment que tu voudrais mener à bien avant peut-être de terminer ou de passer la main, qu'est-ce que ce serait? Là, je pense qu'il y a 2 axes qui sont importants. Je pense que le camping, on aimerait bien en faire quelque chose, mais après, on ne peut pas aller à un moment donné contre le mur. Si chaque fois on bute contre le mur, je pense que touristiquement, c'est quand même important pour Sierre d'avoir un camping. Hein. Donc, il me semble, en tout cas, les discussions qu'on a eues avec le monde touristique, tout le monde trouverait que ce serait important. Et puis un autre axe qui est important pour nous aussi, qu'on aimerait développer, c'est Daval. Quoi. Je pense que cette zone industrielle de Daval, alors nous on a 30 000 m² qui sont là-bas dans cette zone, on aimerait bien implanter des entreprises, puis on a cette ferme, on a une ferme à l'entrée de Daval, et puis on est en train de réfléchir, c'est vrai que c'est un des projets, c'est un projet pour l'instant, du rêve peut-être pour l'instant, mais d'en développer quelque chose là-bas, de faire quelque chose. Restaurant ou
coworking. On est en train de on est vraiment à l'étude, actuellement à l'étude, mais c'est quelque chose qu'on est en train de mener. Puis c'est vrai que je verrais bien quelque chose là-bas, dans cette zone de Daval, qui est vraiment en train de se développer, qu'il y a des entreprises de haute technologie aussi qui viennent s'y implanter. Il y a un week-end qui va venir bientôt et tout. Donc je pense qu'il y a un dynamisme pour la ville de Sierre, et puis c'est important que si on arrive à développer ça, puis d'amener des entreprises qui amènent de l'emploi et puis de la plus-value. Donc c'est ça, parce que c'est vrai que là-bas, les terrains, pour faire des box, des garages et puis du stockage, on aurait déjà pu tout louer. Mais ce n'est pas la volonté ni de la commune, ni de la bourgeoisie. Donc ce qui est excellent. Ouais. On a un peu une charte là-bas aussi, puis on essaie d'amener des entreprises intéressantes. Donc c'est vrai que là-bas, j'aimerais bien que gentiment maintenant on puisse commencer à implanter des entreprises. Et puis si on arrive à implanter des entreprises, après on peut aussi essayer de développer un peu on va suivre ça de près en tout cas. C'est vrai que c'est une zone qui se développe. Merci en tout cas Cédric pour ce moment d'échange. Peut-être dernière question aussi, qu'est-ce que je peux te souhaiter pour 2021 ? On arrive gentiment au bout de cette année, l'année qui a été compliquée. Ouais, je pense que l'année a été compliquée pour tout le monde, en plus peut-être pour certaines personnes. Moi, je dis toujours, je pense qu'on est, en tout cas je me considère dans des privilégiés parce que j'ai pas eu trop de soucis, j'ai pu travailler, je crois que ce qu'on peut souhaiter le plus les gens, c'est la santé. Je pense que c'est la santé de tout le monde. Et puis qu'on puisse, je pense qu'on s'est rendu compte aussi, je pense dans cette période, toute l'importance des associations, des sociétés, tout l'aspect social, surtout ici, je pense dans notre région. On parlait au début de l'entretien des sociétés et tout, mais c'est vrai, c'est ce qui manque aux gens pour aller faire du foot, pour la répétition de musique, la répétition de chant, croiser du monde, boire un verre. Et je pense que j'espère vivement que 2021, on puisse recommencer à vivre normalement, et puis que les gens aient la santé. Je pense que le plus important, c'est la santé. Si je peux te voir au bord d'un terrain, c'est que c'est bon signe, c'est que tu es parti. Et c'est que tu joueras encore. Ouais, c'est clair, jusqu'à la fin de la saison. C'est bien. Merci beaucoup Cédric. Merci à toi. Tout bon pour la suite. À bientôt. Merci. Voilà, un tout grand merci à Cédric de nous avoir partagé sa passion pour la région de Sierre et surtout de nous avoir présenté les activités de la bourgeoisie. C'était un réel plaisir d'échanger avec lui. Quant à nous, on se revoit tout bientôt pour un prochain épisode de La Région qui rayonne. Alors d'ici là, prenez soin de vous et à très vite. Bye bye.